Voici ma fille, Camille. Elle se cherche encore un peu. Un vrai boulet. Pour être tout à fait honnête. Ces mots furent prononcés avec un rire mondain, parfaitement calibré pour charmer l'assemblée tout en me poignardant en plein cœur. Mon père, Philippe, trônait au centre du sommet horizon à Saint-Jean-Cap-Ferrat, une coupe de champagne à la main, l'autre faisant un geste dédaigneux dans ma direction. Il s'adressait au sénateur Delorme, un homme dont le vote pouvait faire ou défaire toute la carrière de Philippe. Le sénateur gloussa poliment, son regard glissant sur ma robe bleu marine, sans m'enregistrer comme autre chose qu'un accessoire. Je restais là, un verre d'eau à la main, le visage de marbre. À l'intérieur, pourtant, la température venait de chuter brutalement. Ce n'était pas juste une mauvaise blague, c'était une exécution publique de ma dignité, perpétrée par l'homme censé la protéger. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. La salle de bal était une marée de smokings et de robes haute couture, 1 milliard d'euros de patrimoine concentré dans cette villa surplombant la Méditerranée. J'observais Philippe manœuvrer, son sourire crispé, ses yeux scannant constamment la prochaine opportunité. Il avait tout l'air du magnate influent. Mais je connaissais la vérité. Son cabinet était une hémorragie financière. Il était endetté jusqu'au cou. Et ce gars-là, ce sponsoring désespéré de 2 millions d'euros, était son ultime pari pour décrocher un contrat de défense de 50 millions. Il avait besoin du sénateur, et il avait besoin que je sois insignifiante pour qu'il puisse paraître grandiose. Il n'avait aucune idée de qui j'étais réellement. Pour lui, j'étais Camille la bohème, l'échec qui n'avait jamais utilisé son diplôme, la fille effacée qui bricolait dans le consulting. Il ignorait que mon consulting se déroulait dans des bunkers insonorisés, 3 étages sous terre. Il ignorait que pendant qu'il mendiait des rendez-vous, je briefais l'état-major des armées. Il ignorait que j'étais la directrice des opérations de cyberdéfense, détenant un niveau d'accréditation qui n'existait même pas sur papier. Je pris une gorgée d'eau, laissant le liquide frais m'ancrer dans le réel. Pendant des années, j'avais nettoyé ses dégâts. Quand il a été arrêté pour ivresse au volant il y a 3 ans, les charges se sont volatilisées avant même d'arriver au tribunal, pas par chance, mais parce que je ne pouvais pas me permettre d'avoir un père avec un casier judiciaire, menaçant mon habilitation secret défense. Quand son cabinet a subi un contrôle fiscal l'année dernière, l'enquête a été suspendue indéfiniment. Je l'avais protégé de sa propre incompétence, blindant ma carrière en blindant sa réputation. J'étais l'architecte de sa sécurité, et il me traitait de boulet. Ce n'était pas de la faiblesse qui m'avait gardée silencieuse toutes ces années. C'était de la stratégie. Grandir avec un narcissique comme Philippe vous apprend une chose très tôt. Si vous brillez trop, ils essayent de vous éteindre. Si vous montrez de la puissance, ils essayent de l'exploiter. Alors j'ai appris l'art du rocher gris. Je suis devenue ennuyeuse. Je suis devenue invisible. J'ai caché mes lettres d'admission, minimisé mes promotions, et je l'ai laissé croire à sa propre fiction. C'était le seul moyen de lui survivre jusqu'à ce que je puisse lui échapper. L'invisibilité n'était pas ma prison. C'était mon armure. Elle m'a permis de bâtir un empire dans l'ombre pendant qu'il jouait au roi dans un château de cartes. Mais ce soir, l'armure pesait lourd. Ce soir, en le regardant utiliser mon prétendu échec, pour acheter la sympathie d'un homme que je conseillais sur la sécurité nationale, quelque chose a lâché. Ce n'était pas un bruit fort, c'était le déclic silencieux d'une sécurité qu'on désengage. J'ai regardé Damien, le chef de la sécurité du sénateur, posté près d'une colonne. Il scannait la foule, le visage impassible. Mais quand ses yeux ont croisé les miens, il y a eu une lueur de reconnaissance, un hochement de tête microscopique. Ils savaient. Ils savaient tous. Les hommes qui gardaient les portes, l'équipe dans le fourgon à l'extérieur. Ils n'étaient pas là pour le sénateur. Ils étaient là parce que j'étais là. Le sénateur se pencha, son expression passant de l'intérêt poli à une inquiétude sincère, alors que Philippe se lançait dans une autre anecdote sur mes difficultés. « C'est dur, vous savez ?» dit Philippe, sa voix tombant dans un murmure conspirateur fait pour être entendu. « Essayez de lancer une carrière à la 30aine. J'ai proposé de l'intégrer au cabinet, mais elle manque de... mordant. Je m'excuse si elle semble déplacée ici. Elle n'a pas l'habitude de ces cercles. Je ne reculais pas. Je laissais sa main peser là, lourde et possessive. C'était la performance. Le père bienveillant, accablé par l'enfant égaré. C'était une pièce qu'il avait jouée 1000 fois, et le sénateur était le public parfait, ou du moins, c'est ce que Philippe pensait. Ce qu'il ne voyait pas,
C'étaient les yeux du sénateur, qui faisait l'aller-retour entre l'équipe de sécurité et moi, une interrogation se formant derrière son regard. Peut-être devrions-nous laisser les adultes parler affaires, dit Philippe, son sourire se durcissant. Il me saisit par le coude, me guidant loin du cercle comme si j'étais un animal indiscipliné. Va trouver le buffet, Camille. Ou mieux encore, il se pencha tout près, sa voix abandonnant toute prétention de chaleur pour devenir de la glace pure. Va attendre dans la voiture si tu ne peux pas être utile. Ne me fais pas honte. Ce contrat est la seule chose qui maintient un toit au-dessus de ta tête. La menace flottait dans l'air entre nous, empestant l'eau de Cologne hors de prix et le désespoir. Un toit au-dessus de ma tête. Il croyait sincèrement qu'il m'entretenait. Il croyait que la pension qu'il m'envoyait, argent que je reversais instantanément à des œuvres pour les vétérans, était ma bouée de sauvetage. Il ne concevait pas que je possédais le penthouse 3 rues plus loin, payé avec un salaire qui lui ferait tourner la tête. Il ne concevait pas que le toit au-dessus de fois sa fois-tête n'était là que parce que je n'avais pas encore autorisé les avis de saisie à atteindre son bureau. Je l'ai regardé, vraiment regardé. La panique dans ses yeux était réelle. Il se noyait, et au lieu de chercher une bouée, il essayait de monter sur mes épaules pour garder la tête hors de l'eau. Toute pitié résiduelle, tout instinct filial de protection s'évapora à cet instant. Il ne voulait pas d'une fille. Il voulait un bouc émissaire. Il voulait un accessoire pour sa tragédie, afin d'être le héros de son propre échec. Je n'ai pas reculé. Je ne suis pas parti. J'ai planté mes talons dans l'épaisse moquette. Je ne vais pas dans la voiture. Philippe, dis-je, ma voix basse et égale. Et je pense que c'est toi qui devrais t'inquiéter de la honte. Il cligna des yeux, stupéfait par cette défiance. Sa prise sur mon bras se resserra, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. « Qu'est-ce que tu as dit » siffla-t-il. Espèce de petite ingrate, il tenta de me bousculer, une poussée sèche et méprisante destinée à me faire trébucher vers la sortie. Ce fut une erreur. L'atmosphère dans la pièce se brisa net. Ce n'était pas un bruit, mais une absence soudaine et terrifiante de bruit. Le bourdonnement des conversations s'arrêta. Le tintement des verres cessa. Tout mouvement se figea. Damien, qui était une statue près de la colonne, fut soudainement là. Il s'est simplement matérialisé entre nous, son corps formant un mur de muscles solides et entraînés. Il tourna le dos à Philippe, l'ignorant complètement, le classant comme une menace indigne d'engagement. Il me fit face, ses talons claquant l'un contre l'autre, avec une précision militaire qui résonna dans le silence de la salle de bal. « Madame la directrice », dit Damien, sa voix portant clairement jusqu'aux 4 coins de la salle. Il ne chuchotait pas. Il annonçait. « La ligne sécurisée est prête. Le président attend votre autorisation pour le protocole chimère. » Les mots restèrent suspendus, lourds et absolus. Le sénateur s'arrêta au milieu d'un rire, son verre à mi-chemin de ses lèvres. La musique vacilla et mourut. Chaque père Dieu dans la salle, milliardaire, courtier en pouvoir, titan de l'industrie, se tourna vers moi. Pas vers Philippe. Vers moi. Je vis la couleur quitter le visage de Philippe. Il ouvrit la bouche pour parler, pour en rire, pour reprendre le contrôle du récit, mais aucun son ne sortit. Il regarda Damien, puis moi, son cerveau tentant de traiter l'impossible, la fille paresseuse, le boulet, la directrice, le président, le protocole. Les pièces ne s'emboîtaient pas, son monde basculait, l'axe se brisait, et pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qui tombais. Philippe eut un petit rire sec, nerveux, qui résonna trop fort dans le silence. « Bien joué », dit-il, cherchant autour de lui un soutien qui n'existait pas. « Très drôle. C'est quoi, un sketch? Tu as engagé des acteurs, Camille ?» Il regarda le sénateur, désespéré de trouver un complice. Les enfants de nos jours, n'est-ce pas? Toujours besoin d'attention, mais le sénateur ne le regardait pas. Il fixait Damien, puis l'oreillette que Damien portait, puis moi. La réalisation le frappa comme un coup physique. Il posa son verre de champagne sur un plateau qui passait avec un fracas de vaisselle. Il ne fit pas que s'éloigner de Philippe. Il pivota, tout son langage corporel passant d'une domination décontractée à une déférence respectueuse. Il contourna complètement Philippe, marchant droit vers moi, la main tendue. « Directrice Camille », dit le sénateur, sa voix dépouillée de tout vernis politique. « Je n'avais aucune idée. Nous attendons votre examen sur le projet de loi défense depuis des semaines.
Je supposais que le retard était bureaucratique. Philippe tenta d'intervenir, de rentrer dans le cercle du pouvoir. Sénateur, attendez, elle est juste. Mais il ne finit pas. Damien ne le bouscula pas. Il n'en avait pas besoin. Il déplaça simplement son poids, plaçant son épaule sur le chemin de Philippe, créant une barrière subtile mais infranchissable. C'était un effacement physique. Philippe était bloqué, coupé, retiré de la conversation aussi efficacement qu'un fichier supprimé. Je serrai la main du sénateur. Le retard n'était pas bureaucratique, sénateur. Il était nécessaire. Le projet avait des failles. Elles ont été corrigées. Bien sûr, dit le sénateur, hochant la tête rapidement. Bien sûr. Merci pour votre rigueur. J'observais Philippe du coin de l'œil. Il se tenait juste à l'extérieur du cercle, la bouche entr'ouverte, le visage figé dans une confusion totale. Il regardait le sénateur, l'homme qu'il avait courtisé pendant des mois, l'homme dont il avait besoin pour survivre, et le voyait s'incliner devant sa ratée de fille. Il regarda l'équipe de sécurité, réalisant maintenant que le périmètre n'était pas pour les politiciens, il était pour moi. Ce n'était pas juste de l'embarras. Je pouvais voir les rouages de son esprit se gripper. Sa réalité, ce monde où il était le soleil, et moi la lune pâle et lointaine, volait en éclats. C'était une blessure narcissique si sévère que je pouvais presque entendre la fracture. Son cerveau ne pouvait pas le calculer. L'accessoire qu'il utilisait pour la pitié était en fait le dieu de son monde. Le fardeau qu'il portait était en fait celui qui soutenait le ciel. Il paraissait terrifié. Et pour la première fois, il paraissait totalement insignifiant. Damien me tendit le téléphone sécurisé. La salle était d'un calme mortel. Chaque oreille tendue, mais je ne baissais pas la voix. Je n'en avais pas besoin. Ici la directrice Camille. Code d'autorisation Delta 90. L'opération est approuvée. Exécution immédiate. Je rendis le téléphone à Damien sans attendre de confirmation. Je savais que c'était fait. Je me tournai à nouveau vers le sénateur. Il était pâle, comprenant clairement la gravité de l'appel que je venais de prendre. Mais avant qu'il ne puisse parler, j'abordai l'éléphant dans la pièce. Sénateur, concernant le contrat du cabinet de lobbying Henderson. L'allocation de défense de 45 millions d'euros. La tête de Philippe se redressa brusquement. L'espoir flamba dans ses yeux. Une étincelle désespérée, pathétique. Il fit un demi-pas en avant, pensant que c'était le moment où je le sauverais, le moment où le boulet allait enfin payer. Camille, souffla Théil, la voix tremblante. Camille, s'il te plaît. Je le regardais, puis reportai mon attention sur le sénateur. J'ai personnellement audité les finances. Le cabinet est insolvable. Leurs projections sont frauduleuses et leurs protocoles de sécurité sont inexistants. Le contrat est refusé. Définitivement. L'air quitta la pièce. Philippe émit un son semblable à celui d'un animal blessé. Un petit hoquet étranglé. « Non, » murmura-t-il. « Non, tu ne peux pas. C'est tout ce qu'il me reste. »« Je sais, » dis-je, ma voix dénuée de malice, dénuée de pitié. Juste des faits. Et pour info, sénateur, c'est moi qui signale leur dossier depuis 6 mois. Problèmes éthiques. Le sénateur hocha lentement la tête, reliant les poings. Je vois. Merci, madame la directrice. Nous chercherons ailleurs. Il tourna le dos à Philippe, signalant la fin de la conversation, la fin de l'affaire, la fin de la carrière de Philippe. Philippe trébucha vers l'avant, agrippant mon bras à nouveau, mais cette fois sa prise était faible, tremblante. Camille, tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu nous as tués. On est de la même famille. Tu me le dois. Je baissai les yeux sur sa main posée sur ma manche. Ses jointures étaient blanches. Sa montre de luxe accrochant la lumière, symbole d'une richesse qu'il ne possédait plus. Je le vis alors. Je le vis vraiment. Le costume n'était pas du pouvoir. C'était un déguisement. La fanfaronnade n'était pas de la force. C'était une performance. C'était un homme qui croyait que l'argent achetait le respect, ne comprenant jamais que le respect est une monnaie qu'on doit frapper soi-même, par l'action, par l'intégrité, par le silence. Il était vide. Et maintenant, tout le monde le savait. Le gala continua, mais la gravité dans la salle avait changé de centre. Philippe n'était plus le soleil. Il était un trou noir, et les gens gardaient instinctivement leur distance,
pour éviter d'être aspiré dans son effondrement. Le sénateur était passé à autre chose, s'entourant d'assistants qui le protégeaient du regard désespéré de Philippe. Je me tenais près du stand des valets, l'air frais de la nuit étant un soulagement bienvenu après la chaleur suffocante de la salle de bal. Damien était une ombre silencieuse à mes côtés, surveillant le périmètre. Philippe m'y trouva. Il n'approcha pas avec son arrogance habituelle. Il rampa presque vers moi, les épaules voûtées, les yeux fuyants, comme s'il s'attendait à un autre coup. Il semblait plus petit. D'une certaine manière, le smoking sur mesure qui lui allait habituellement comme une armure pendait maintenant lâchement sur sa carcasse. « Camille, râla-t-il, la voix brisée. « Camille, attends. » Je m'arrêtais mais ne me retournais pas complètement. Je l'observais dans ma vision périphérique, une silhouette pathétique, éclairée par la lumière crue du stand des valets. « Tu peux arranger ça, » implora-t-il, tendant une main mais s'arrêtant juste avant de me toucher. « Passe juste un coup de fil. C'est tout ce qu'il faut. » Un appel au sénateur. « Dis-lui que tu as reconsidéré. Dis-lui que c'était un malentendu. Je suis ton père, Camille. » « Ça ne signifie rien pour toi ? » « Ça signifie que tu m'as donné la vie, dis-je, la voix plate. Ça ne signifie pas que tu la possèdes. »« Je t'ai élevé, » cria-t-il, la voix montant dans la panique. « J'ai mis des vêtements sur ton dos. Je t'ai nourri. Je t'ai tout donné. Tu m'as donné le strict minimum requis par la loi, le corrigeai-je, me tournant pour lui faire face pleinement. Et tu me l'as facturé chaque jour. Tu m'as fait sentir comme une dette que je ne pourrais jamais rembourser. » Je regardais ses chaussures, du cuir italien glacé, valant probablement plus que ma première voiture. Je regardais sa montre, ses boutons de manchette, la pochette en soie dans sa poche. Tout cela n'était qu'un costume. Il s'était drapé de choses chères, en espérant qu'elles lui donneraient de la valeur, sans jamais réaliser que la valeur vient de l'intérieur. « Tu pensais que l'argent achetait le respect, » dis-je. Ma voix calme mais tranchant l'air nocturne. « Tu pensais que si tu achetais le bon costume, organisais la bonne soirée, connaissais les bonnes personnes, tu compterais. Mais tu n'as jamais compris que le respect est une monnaie qu'on frappe soi-même. On le gagne par l'action, par l'intégrité, par le silence. » Il me fixa, sa bouche s'agitant en silence. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser que la monnaie qu'il thésaurisait toute sa vie était de la fausse monnaie. « Je t'ai déjà aidé, Philippe, » dis-je, portant le coup de grâce. « Je t'ai évité la prison pour fraude pendant 3 ans. J'ai enterré les contrôles fiscaux. Dise. J'ai passé les appels. Je t'ai protégé parce que je pensais que juste peut être, si je te sauvais assez de fois, tu me verrais enfin. Mais tu ne l'as jamais fait. Tu n'as vu que ce que je pouvais faire pour toi. » Je fis un signe à Damien. « Cette protection s'arrête ce soir. » Le SUV blindé s'arrêta le long du trottoir, sa peinture noire luisant sous les réverbères. Damien m'ouvrit la porte. Je montais, m'enfonçant dans le siège en cuir. Alors que la vitre remontait, je regardais dehors une dernière fois. Philippe se tenait seul sur le trottoir, un petit homme brisé dans un smoking qui ne correspondait plus à la réalité de sa vie. Il me regarda partir, la main à demi levée comme pour saluer ou mendier, impossible à dire. Et pour la première fois de ma vie, je m'en fichais. Des semaines plus tard, le silence dans mon bureau était le seul son dont j'avais besoin. Le cabinet Henderson avait déposé le bilan un mardi. Je n'ai pas célébré, je n'ai pas jubilé. J'ai simplement archivé la notification et je me suis remise au travail. J'ai supprimé les coordonnées de Philippe de mon téléphone personnel. Une action administrative finale et silencieuse qui ressemblait à déposer un sac trop lourd après une marche de 100 km. J'ai refermé le dossier classifié sur mon bureau et j'ai regardé les lumières de la ville. Une ville en sécurité sous ma garde. Et une vie enfin, véritablement, la mienne. Si cette histoire a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle sa propre valeur. Et dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà dû cacher votre succès pour survivre à un environnement toxique ? Je veux entendre votre histoire.